Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors si vous tapez dans un moteur de recherche ou dans une IA bac et mouvement dans un champ de pesanteur uniforme, vous allez tomber sur des dizaines et des dizaines d'itérations de sujets. C'est quelque chose qui va tomber tout le temps. Par exemple, c'est tombé en 2023, il y avait un sujet de bac qui s'appelait protection des crapauds. Et donc on avait un crapaud ici qui sautait. Et on se posait la question, est-ce que le crapaud il retombe sur le nénuphar avant ou après? En 2022, il y a eu un sujet de bac qui ressemblait beaucoup, qui s'appelait la Panenka, où là vous avez un joueur de foot qui va tirer un penalty, le ballon s'élève et on se pose la question, est-ce que le ballon va retomber dans le but? Est-ce qu'il va passer au-dessus du but? Ou est-ce qu'il va être attrapé par le gardien? En 2022 et en 2025, il y a un sujet qui ressemble encore, où c'est un basketteur qui shoot un ballon, le ballon s'envole et on se pose la question, est-ce que le ballon tombe dans le panier avant ou derrière le panier? Donc vous voyez que c'est quelque chose qui tombe tout le temps. Donc ça, c'est les dessins que moi j'ai fait pour que vous voyez que c'est quelque chose qui est toujours identique, hein. Donc c'est le mouvement de quelque chose et on se pose la question où est-ce qu'il va retomber. Et ça, c'est les dessins officiels qui étaient dans les sujets. Donc là, on a le crapaud, on a son chemin. Là, on a le ballon, est-ce qu'il tombe dans le but? Et là, on a le ballon de basket, est-ce qu'il tombe dans le panier? Alors pourquoi on appelle ça mouvement dans un champ de pesanteur uniforme? Mouvement parce qu'on va étudier le mouvement d'un objet. Champ de pesanteur uniforme parce que quand l'objet il va être lancé, une fois qu'il est en l'air, il va être soumis qu'à quoi? Qu'au champ de pesanteur, c'est-à-dire qu'à l'attraction de la Terre. Et on dit que ce champ il est uniforme. Pourquoi? Pour dire le crapaud, une fois qu'il est là, le crapaud, donc il est attiré par la Terre, une fois qu'il est là, il est aussi attiré par la Terre. En fait, on dit que quand il est là, ou quand il est là, il est attiré de la même façon par la Terre. On considère que le champ G, là, qui est dessiné ici, bah, c'est le même partout. Alors officiellement, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on sait qu'on est un peu plus attiré par la Terre quand on est près du sol que quand on est loin. Mais le crapaud il saute pas très haut, le ballon va pas très haut, et donc on peut considérer facilement que le champ de pesanteur c'est le même ici qu'ici, on est attiré de la même façon qu'ici. Alors vous l'avez compris, hein, ça tombe tout le temps. Si sur les 50 dernières années, c'est tombé tous les ans, plusieurs fois par an. C'est toujours les mêmes questions, et donc ça vaut vraiment le coup de bien comprendre et d'être bon dans ce domaine. Alors je vous propose de traiter du sujet en abordant un autre sujet encore, qui est tombé en 2023, et cette fois c'est un skater qui fait un saut. Et donc vous avez le dessin ici qui était dans le sujet de bac. Le skater il est ici au départ, il saute, et on se pose la question, est-ce que le skater il va retomber après l'obstacle, ou est-ce qu'il va tomber sur l'obstacle et se ratatiner? Alors dans ce genre de sujet, et c'est pour ça que c'est agréable ce genre de sujet, c'est que c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps les mêmes étapes, c'est tout le temps les mêmes questions. Alors quelles sont les étapes qu'on va toujours suivre? On va toujours préciser le système, le référentiel, faire un bilan de force et appliquer la deuxième Newton. La deuxième Newton, elle nous permettra d'obtenir le vecteur accélération. Une fois qu'on aura le vecteur accélération, on prendra la primitive pour obtenir le vecteur vitesse. Une fois qu'on aura le vecteur vitesse, on prendra la primitive pour trouver le vecteur position. Et du coup, une fois qu'on a le vecteur position à chaque instant, on a ce qu'on appelle les équations horaires, donc c'est-à-dire les coordonnées de x, de y et de t à chaque instant. Donc on saura à chaque instant où se trouve le skater. Et une fois qu'on sait à chaque instant où est le skater, on va établir l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire savoir par quel chemin est passé le skater. Bon bah du coup c'est parti, on va commencer par toutes ces étapes. Simplement, ça c'est une manie qui est très personnelle, que je vous conseille, hein. Après vous faites ce que vous voulez. Quand vous avez ce genre de sujet, la première chose que je fais au brouillon, c'est que je vais convertir les unités, je vais repérer les conditions initiales, et je vais projeter les vecteurs de l'énoncé. Donc c'est parti. Pourquoi je fais ça? Parce que généralement, une fois que je suis lancé dans les questions, c'est des petites étapes que je vais oublier. Or, je sais que je vais en avoir besoin, donc je le fais tout de suite, hein, avant même de lire les questions. Comme ça, je sais qu'il n'y aura pas de problème. Donc, convertir les unités. Ici, on me dit, au départ, hein, on me dit quelle distance est l'obstacle, 70 cm, je convertis en mètres. Là, il y a de largeur de l'obstacle, ok, elle est déjà en mètres, je n'ai pas besoin de convertir. Et on me dit que le skater, hein, son centre de gravité, au départ, le skater, il est à 80 cm du sol. Ok. Deuxième étape, je vais m'intéresser aux conditions initiales. Je sais que les conditions initiales, je vais en avoir besoin quand je vais prendre les primitives pour trouver les valeurs des constantes. Donc, quelle est la position au départ du skater? Quelle est la vitesse au départ du skater? Donc, sa position au départ, c'est facile, hein. Le skater, il est en G0. Alors, vous voyez que la petite feinte, hein, ici, c'est qu'on n'a pas les axes XY, on a les axes XZ. Bon, ça ne nous fait pas peur, ça. Et au lieu de l'appeler M, le système, ils l'ont appelé G. Bon, c'est pas très important. Et donc là, au départ, le skater, il est en G0. Quelles sont ses coordonnées? Bah, je vois que sur l'axe des X, les coordonnées c'est 0. Et sur l'axe des Y, bah, G0, il est à 80 cm, c'est-à-dire à Z0. Donc les coordonnées du skater au départ, c'est 0, Z0. Quelle est sa vitesse au départ? Bah, sa vitesse au départ, il suffit simplement que je projette le vecteur VD, hein, puisque ça c'est le vecteur de la vitesse au départ du skater. Donc je vais projeter le vecteur VD. Je projette là sur l'axe des X, ça va être plus V0 fois cos alpha. Et je projette sur l'axe des Z, ça va être plus
V0 sinus bêta. Alors je dis V0, c'est parce que c'est de l'habitude, hein, mais je vois ici qu'ils n'ont pas appelé V0 dans le sujet, ils l'ont appelé VD, donc ça va être plus VD fois cos bêta et plus VD fois sin θ. Si vous avez oublié comment on fait pour trouver ces valeurs, là pour projeter facilement les vecteurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la regarder. Et il me reste quoi encore? Donc là j'ai converti les unités, j'ai repéré les conditions initiales, et il me reste à projeter tous les vecteurs de l'énoncé. Bon là il y a un vecteur, c'est le vecteur G. Donc je vais projeter le vecteur G. Le vecteur G, il est collinéaire là, il est dans la même direction que OZ. Donc il n'aura pas de coordonnées selon X. Et selon Z, je vois qu'il pointe en bas, alors que Z pointe en haut. Donc le vecteur, ça va être moins G. Coordonnées selon Z du vecteur G, ça va être moins G. Bon, une fois que j'ai fait ça au brouillon, je peux attaquer les étapes ici et résoudre l'exercice. Donc première chose, je vais préciser le système. Le système, c'est l'objet qu'on étudie. Bon, bah, mon système, c'est le skater. Le skater, on le considère comme un point. Et on l'a dit, le point ici, on l'appelle G. Et ce skater, il a une masse M. Ensuite, pour étudier le mouvement, il faut que je précise le référentiel. Par rapport à quoi j'étudie le mouvement? Alors, selon les exercices, les référentiels, on en a principalement trois, hein, ça peut changer, mais on a le référentiel héliocentrique, donc c'est le centre du Soleil qu'on va utiliser quand on va étudier le mouvement d'une planète, par exemple. On a le référentiel géocentrique, qui correspond au centre de la Terre, qu'on va utiliser quand on va étudier, par exemple, le mouvement d'un satellite autour de la Terre. Et très souvent, on va utiliser le référentiel terrestre, donc le référentiel du sol, pour tous les mouvements qui se font à la surface de la Terre. Et donc c'est ce qu'on va utiliser ici, hein, le skater. On va prendre comme référence le sol, donc le référentiel terrestre. Et ce qui est très important, il faut préciser que le référentiel il est galiléen. Alors pourquoi c'est important de préciser qu'il est galiléen? Parce que le fait qu'il soit galiléen va nous permettre d'utiliser la deuxième loi de Newton. Hein, si le référentiel n'est pas galiléen, je ne peux pas utiliser la deuxième loi de Newton, et donc je suis foutu pour ce genre d'exercice. Donc toujours, je précise bien galiléen, je le mets bien en évidence, le prof comme ça qui corrige, il voit ça tout de suite. Bon, une fois que j'ai précisé le système, j'ai précisé le référentiel, je vais faire maintenant un bilan des forces. Alors, bilan des forces, je me rappelle, hein, comment je fais pour trouver les forces. Je sais qu'à chaque fois que le système il est en contact avec quelque chose, il va y avoir une force de contact. Ici, le skater, il est en contact avec rien, il est en train de se balader en l'air, là, donc il est en contact avec rien. Donc il n'y a pas de force de contact. Et du coup, il est soumis à quelle force? Bah, simplement son poids. Alors, quand on est soumis qu'à une seule force qui est le poids, hein, l'attraction de la Terre, on dit qu'on est en chute libre. Donc là, mon skater, comme il a tiré que par la Terre, bah, on dit qu'il est en chute libre. Ok, et donc le poids, la formule la connaît par cœur, un P c'est égal à M fois G. Une fois que j'ai fait le bilan de force, je peux appliquer la deuxième loi de Newton. Et Newton, il nous dit quoi? Il nous dit que la somme des forces extérieures qui sont impliquées à un système, c'est égal à M fois l'accélération du système. Bon bah du coup, la seule force qui s'applique, c'est mg ici. Donc je peux écrire que mg, c'est égal à M fois A. J'ai M de chaque côté, je peux simplifier. Et donc je trouve que le vecteur accélération, il est égal au vecteur G. Et c'était le but de la première étape, hein, c'était de trouver le vecteur accélération. Donc là, je sais que le vecteur accélération, ça va être le vecteur G. Or, le vecteur G, je l'ai déjà trouvé. Donc du coup, j'ai trouvé le vecteur accélération. J'ai atteint l'étape numéro 2. Donc j'ai remis ici un Newton. Grâce à la loi de Newton, on a montré que l'accélération c'était G. Comme G, ses coordonnées, c'est ça, bah du coup, je peux écrire que les coordonnées du vecteur A, c'est 0 moins G. Troisième étape, maintenant que j'ai le vecteur accélération, je vais prendre la primitive, il manque le petit vecteur ici, je vais prendre la primitive du vecteur accélération et je vais obtenir le vecteur vitesse. Donc je vais donner les coordonnées du vecteur vitesse à chaque instant. Pourquoi je prends la primitive? Parce que le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Alors du coup, je vais prendre la primitive de 0 moins g, là. Et pour ça, il faut juste que je me rappelle mes cours de maths. La primitive de 0, c'est une constante. La primitive d'une constante, bah, c'est cette même constante fois t plus une autre constante. Et la primitive de ce truc-là, bah, c'est tout ça. Ok. Bon, bah, du coup, c'est parti. Il faut que je commence par trouver la primitive de 0. Bon, bah, la primitive de 0, c'est une constante. Donc, le vecteur vitesse, la projection du vecteur vitesse sur l'axe des x, ça va être une constante. Maintenant, je vais prendre la primitive de moins g. Donc, moins g, c'est une constante, parce que g, ça vaut 9,8 à peu près. Donc, ça, c'est une constante. Et donc, la primitive d'une constante, bah, c'est cette constante. Donc, ça va être moins g fois t plus une autre constante. Et donc là, j'ai trouvé les coordonnées du vecteur vitesse. La projection selon x, c'est une constante, et la projection selon z à chaque instant, c'est moins g fois t plus c2. Alors maintenant, j'aimerais bien quand même trouver à quoi correspond la constante 1 et à quoi correspond la constante 2. Et pour trouver les constantes C1, C2, C3, etc., je vais utiliser les conditions initiales. Or, ça tombe bien, en brouillon, je les ai données, les conditions initiales. Je sais que la condition initiale, hein, la vitesse initialement, pourquoi je pense à la vitesse, parce que là j'ai le vecteur vitesse, la vitesse au départ, j'ai trouvé que sa vitesse au départ, c'était selon l'axe des x, Vd cos bêta, et selon l'axe des z, V0 sin bêta. C'est ce que j'ai écrit au brouillon. Et donc ça, c'est sa vitesse au départ, c'est sa vitesse à t égale 0. Et donc je sais que ça, c'est égal à ça, quand t égale à 0, puisque ça, c'est la vitesse à chaque instant, c'est la vitesse à tout t.
Donc si je remplace t par 0 là-dedans, bah, je vais retrouver les coordonnées qui sont ici. La même chose qu'ici. Bon, bah, c'est ce que je vais faire. Dans l'expression ici, je remplace t par 0. Bon, il n'y a pas de t, j'ai rien à remplacer. Et dans cette expression ici, je vais remplacer t par 0. Donc là, je remplace t par 0. Donc ça fera moins g fois 0. Moins g fois 0, ça fait 0. Et donc ça fait c2. Et donc j'en déduis que bah, la constante 1 ici, elle va être égale à vd cos bêta. Et je vais en trouver que la constante 2, parce que ça vaut 0, hein, quand t vaut 0, la constante 2, elle vaut vd sinus bêta. Donc j'ai trouvé combien valait C1, j'ai trouvé combien valait C2. Et du coup, je peux réécrire le vecteur vitesse. Hein. Ça, c'est le vecteur vitesse à chaque instant. Et j'ai juste à remplacer C1 par cette valeur et à remplacer C2 par cette valeur. Et là, j'ai réussi l'étape 3, j'ai réussi à exprimer les coordonnées du vecteur vitesse à chaque instant. Je peux passer à l'étape 4. Une fois que j'ai les coordonnées du vecteur vitesse, je vais prendre la primitive du vecteur vitesse pour obtenir le vecteur position. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je sais que moi, la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. Donc pour trouver le vecteur position, quand on connaît V, on prend la primitive. Et bah, du coup, c'est parti. Donc là, j'ai réécrit le vecteur vitesse comme je l'avais trouvé sur la page précédente. Et maintenant, pour trouver le vecteur position, alors là, il faut juste que je fasse attention. D'habitude, le vecteur position, on l'appelle OM. Là, on l'appelle pas OM parce que le centre du repère, l'origine du repère, on l'a pas appelé O, ils l'ont appelé D. Je sais pas pourquoi, ils ont voulu faire original. Et le système, on l'a pas appelé M, là, on l'a appelé G. Donc ici, le vecteur position, c'est pas OM, c'est DG. Et à chaque instant de t. Bon, bah du coup, je prends la primitive. VD fois cos bêta, c'est une constante. Donc du coup, la primitive d'une constante, c'est cette constante fois t plus une autre constante. Donc là, j'ai réécrit la constante, j'ai marqué fois t et j'ai ajouté une autre constante. Alors j'aurais pu l'appeler C2, C3, C4, mais comme j'avais déjà utilisé C1 et C2, bah, je l'ai appelé C3. Et maintenant, pour trouver les coordonnées du vecteur position selon z, eh ben, je vais prendre la primitive de tout ça. Donc là, j'ai une constante fois t. Donc je suis ici, une constante fois t, et je vais prendre la primitive. Donc j'ai une constante fois t plus une autre constante. Donc je suis bien dans ce cas-là. Une constante fois t plus une autre constante. Donc pour prendre la primitive, bah, je vais prendre 1 demi fois la constante. Donc ça va être 1 demi fois moins g, donc moins 1 demi de g, fois t au carré, plus, ça c'est une constante, la primitive d'une constante, c'est la constante fois t. Donc ça va être vd fois sinus bêta fois t, plus une dernière constante. Alors la C3 est déjà prise, donc je l'ai appelée C4. Bon bah comme d'habitude, une fois que j'ai les constantes, il faut que je trouve les valeurs de ces constantes. Donc pour ça, je vais les trouver grâce aux conditions initiales. Donc ça c'est le vecteur position, donc je vais regarder quelle était la position au départ, la position initiale. Or la position initiale, je l'avais trouvée au brouillon. Hein. Au départ, le skater, il est où? Il est en x égale 0 et en z égale z0. Donc ça c'est la position au départ, et ça c'est la position à chaque instant. Mais du coup, si ça c'est la position à chaque instant, bah, si je remplace t par 0, je vais retrouver ça. Bon bah du coup c'est ce que je vais faire, je vais remplacer ici t par 0. Donc si je remplace t par 0, bah, tout ça, ça vaut 0. Et donc du coup, x de t, ça vaut C3. Et du coup, C3, bah, c'est égal à 0, puisque x à t égale 0, c'est 0. Z de t, quand t égale à 0, bah, quand t égale à 0, ça vaut 0. Quand t égale à 0, ça vaut 0. Et du coup, z de t à t égale 0, bah, ça vaut C4. Mais moi, je sais aussi que z à t égale 0, c'est Z0. Du coup, je sais que C4, c'est Z0. Bon, bah, du coup, c'est bon, j'ai trouvé la valeur de C3, j'ai trouvé la valeur de C4. Du coup, là-dedans, je vais recopier tout ce truc-là en remplaçant C3 par 0 et en remplaçant C4 par Z0. Et donc, je viens d'obtenir le vecteur position à chaque instant. Je viens d'obtenir ce qu'on appelle les équations horaires. Maintenant, je sais l'abscisse en fonction du temps et je sais l'ordonnée en fonction du temps à chaque instant. Donc, c'est ce qu'on appelle les équations horaires. À quoi ça me sert? Bah, du coup, maintenant, je sais la position de mon skater à chaque instant. Si je veux savoir à t égale 1 seconde où il est, je remplace par t égale 1 seconde et je trouve son abscisse et je trouve son ordonnée. Et donc je connais bien la position du skater à chaque instant. Donc ça c'est l'étape 4. Je peux atteindre l'étape 5. L'étape 5 c'est obtenir l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire savoir par quel chemin finalement est passé le skater au moment de son saut. Donc là la petite astuce c'est que la trajectoire, on l'a vu dans une vidéo précédente, hein, c'est le chemin suivi ne dépend pas du temps. Donc ce que je vais faire, dans l'expression du vecteur position ici, je vais prendre la première ligne et je vais isoler le temps. Donc là, ici, dans cette expression, je veux avoir un truc du genre t égale. Donc là, le vd fois cos bêta, je vais le faire passer de l'autre côté. Alors comme c'est un fois, quand je le passe de l'autre côté, ça devient un divisé. Et donc je vois que t, ça va être égal à x de t divisé par vd cos bêta. Une fois que j'ai obtenu l'expression du temps, et ben dans la deuxième ligne ici, du vecteur position, je vais remplacer simplement t par l'expression que je viens de trouver. Et du coup, ça va me permettre d'éliminer t, puisque je sais que dans l'équation de trajectoire, je ne dois pas avoir le temps. Bon bah du coup c'est parti. Je recopie tout ça, hein. Moins 1 demi fois g fois, je remplace t par ça, j'oublie pas le carré, plus vd sinus bêta fois t, donc fois ça, plus z0. Bah ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire.
Alors, je peux quand même la simplifier un tout petit peu. Généralement, j'ai bien à voir les x tout seul. Là, j'ai un sinus sur un cosinus, donc ça fait un tangente. Mais voilà finalement l'équation de la trajectoire. Alors, cette équation de la trajectoire, c'est quelque chose fois x carré, plus quelque chose fois x, plus une constante. Donc en fait, je reconnais un trinôme du second degré, ici. D'accord? Donc finalement, un trinôme du second degré, hein, la trajectoire c'est quoi? C'est une parabole. Alors une parabole, c'est une trajectoire en forme de cloche. Alors si le signe devant x carré, là, il est positif, généralement la cloche comme ça, elle est à l'envers. Si par contre le signe qui est devant x carré, il est négatif, la parabole, elle est comme ça. Bon là, il se trouve qu'il y a bien un signe moins, donc la parabole, elle est bien comme ça, et donc le skater, il a bien cette forme-là qu'on avait vue au tout début de l'énoncé. Bon, du coup, si je résume, qu'est-ce qu'on a réussi à obtenir jusque-là? Grâce aux 5 étapes, on a obtenu les équations horaires, donc on sait à chaque instant où se trouve le skater, et on a obtenu l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire qu'on sait par quel chemin est passé le skater. Alors dans l'énoncé, hein, on vous donnait les valeurs de g, de v, de bêta, etc. Et on vous demandait de montrer, hein, donc vous calculiez tout ça, vous trouviez ça, vous calculiez tout ça, vous trouviez ça, vous calculiez ça, hop. Et donc on exprimait comme ça l'équation de la trajectoire. Donc ça, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans tous les exos, on vous demande de trouver l'équation de la trajectoire. Là, ce qui va changer, c'est les questions qui viennent après. Généralement, on va vous poser des petites questions qui vont exploiter ces différentes équations. Donc soit l'équation horaire, soit l'équation de la trajectoire. Et ça, c'est ce qui va changer d'un exercice à l'autre. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on peut vous demander? Et je vous invite à chaque fois à faire pause et vous poser la question, tiens, comment je ferais pour répondre à cette question avant d'écouter ma correction. Donc par exemple, on pourrait vous demander où se trouve le skater une fois qu'il a fait 0,5 secondes de saut. Alors du coup, là, je vois qu'il y a un temps, on parle d'un temps ici, donc on me demande au bout de 0,5 secondes où est-ce qu'il est. Donc je vais utiliser l'équation horaire, puisque le temps est impliqué ici. Et donc en fait, simplement ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer t par 0,5 dans les deux équations ici. Si je remplace t par 0,5, je vais pouvoir trouver la valeur de x, où il se trouve sur l'axe des ellipses. Et si je remplace t ici par 0,5, je vais pouvoir trouver à quelle hauteur il est, et donc sa position. Et donc je pourrais savoir exactement quelle est la position du skater. Qu'est-ce qu'on peut me demander aussi? On peut me demander, et ça par contre ça va être généralement posé, on va me demander est-ce que le skater ici, est-ce qu'il va retomber après l'obstacle ou est-ce qu'il va retomber sur l'obstacle? Est-ce qu'il a franchi l'obstacle ou pas? Est-ce que le ballon est tombé dans le panier ou pas? Est-ce que le ballon est tombé dans le but ou pas? Alors comment on fait? Donc là c'est une petite astuce à retenir, c'est que une fois que le skater au départ il est à l'altitude Z0, une fois qu'il fait son saut, il va retomber où? Il va retomber aussi à Z0. Alors vous allez me dire pourquoi il ne retombe pas à 0? C'est parce que, je rappelez-vous, hein, le skater il a les pieds qui sont en 0, mais quand on résume le skater à un point, on prend son centre d'inertie, et le centre d'inertie du skater là c'est à 80 cm. Donc quand il va sauter, le skater il va retomber sur ses pieds, hein, et donc son centre d'inertie va retomber à Z0. Donc en fait on va se poser la question, une fois que le skater va sauter ici, à quelle abscisse, donc où sur l'axe des X, le skater va retomber à Z égale 0. Donc pour ça, je vais utiliser l'équation de la trajectoire. Et dans cette équation de la trajectoire, je vais me poser la question, tiens, quand est-ce que Z vaut Z0? Donc je vais remplacer simplement Z par Z0. Donc là, j'ai réécrit tout, j'ai remplacé Z par Z0. Et du coup, maintenant, j'ai une équation ici à résoudre. Donc ce que je vais faire, je vois que j'ai 0,80 de chaque côté, je peux simplifier. Ici, j'ai du x carré, là j'ai du x, je peux factoriser par x. Et donc là, j'ai x fois quelque chose qui est égal à 0. Quand est-ce que ça c'est égal à 0? Bah, soit quand x vaut 0, parce que 0 fois quelque chose ça fait 0, soit quand ça vaut 0. Quand est-ce que ça vaut 0? C'est une équation du premier degré, hein, je la résous. Et donc c'est valable quand x il vaut 1,22 sur 0,894, ce qui fait 1m36. Donc ça veut dire quoi ça? Ce que je viens de montrer ici, grâce à l'équation de la trajectoire, c'est que le skater, il est à une ordonnée de z0, quand il est en 0, et effectivement c'est le cas, hein, quand il était en 0, il était bien à une ordonnée de z0, et quand est-ce qu'il va être encore égal à z0, à l'ordonnée z0? Bah, quand son abscisse, elle vaudra 1m36. Donc quand il sera à une abscisse de 1m36, il sera encore à z0. Et du coup, là, je me rends compte que, alors ça c'était donné l'énoncé, hein, mais on vous disait que l'obstacle faisait 1m70, ici, et donc si ça fait 1m70, 1m70 cm, donc 1m70, il retombe à 1m36, donc du coup, il ne va pas dépasser la 1m70, et donc il ne va pas franchir l'obstacle. Qu'est-ce qu'on peut vous poser encore comme question? On peut vous demander combien de temps, par exemple, le skater a passé en l'air. Donc combien de temps il a passé en l'air? Donc pour ça, je vais simplement me poser la question. Moi, je sais que le saut, il va durer, hein, il va être en l'air tant que le skater ne sera pas retombé à 1m36 de longueur. Donc je vais simplement me poser la question, tiens, quel temps il faut pour atteindre cette abscisse à 1,36 m? Donc comme je cherche un temps, je vais utiliser l'équation horaire. Et comme je sais que x il vaut 1,36, je vais utiliser la première partie ici de l'équation horaire.
Et donc, je vais isoler le temps. Je sais que le temps, c'est. Je vais passer le VD fois cos bêta de l'autre côté. Donc, le temps, c'est x sur VD fois cos bêta. Bah, je sais que x, ça vaut 1,36 m. Je connais VD, je connais cos bêta. Et donc, je peux calculer le temps. Qu'est-ce qu'on peut me demander aussi? On peut me demander, par exemple, à quelle hauteur est monté le skater. Comment je fais ça? Alors là, il y a plusieurs façons de faire. La première façon, moi, que je trouve la plus aisée à comprendre, c'est que au moment où le skater, donc le skater, il va faire une cloche ici. Au moment où il va atteindre son altitude maximale, et ben, au sommet du saut, hein, la vitesse selon z du skater, elle va être nulle. En effet, hein, son vecteur vitesse, il ne pourra plus être vers le haut, parce que si son vecteur vitesse, il est encore vers le haut, ça veut dire qu'il va encore monter. Or, c'est pas le cas. Donc, le moment où il atteint le sommet de la trajectoire, c'est le moment où le vecteur vitesse selon z égale à 0. Or, les coordonnées du vecteur vitesse, je les ai trouvées. Hein, juste avant l'équation horaire, avant que je prenne la primitive, c'était ça. Donc, je connais la vitesse à chaque instant. Bon, moi, je sais que le vecteur vitesse au sommet du saut, selon z, là, c'est égal à 0. Donc, je sais que ça va être égal à 0. Bon, bah, je l'écris. 0 égale tout ça. Et donc, moi, je cherche à quel temps ça fait ça. Bon, bah, du coup, je trouve, je vais passer de l'autre côté, hein. Je résous l'équation du premier degré à une inconnue, là. Et donc, je trouve que le temps, c'est ça. Je remplace par les valeurs et je peux trouver quel est le temps. Une fois que j'ai trouvé le temps, ça, c'est le temps à laquelle il est au sommet du saut. Alors, on remarque, en fait, hein, j'aurais pu être un peu plus malin. Et en fait, je me rends compte que c'est la moitié de ce temps-là. Puisque, en fait, quand il est au sommet, c'est quand il a fait la moitié du saut. Mais bon, c'est bien de l'avoir redémontré. Et donc, je sais que il a fait ce temps-là pour atteindre la hauteur maximale. Et donc moi, ce que je veux, c'est pas le temps qu'il met, hein, c'est à quelle hauteur il est monté. Donc je cherche son altitude. Bon bah du coup, l'altitude, je sais qu'elle est donnée par ça à chaque instant. Et donc je remplace t dans cette expression parce que je viens de trouver. Et du coup, je peux trouver la valeur de à quelle hauteur il est monté. Le dernier genre de question qu'on peut vous poser, c'est à quelle vitesse le skieur va atterrir. Alors, si vous connaissez la vitesse à chaque instant, vous pouvez calculer la norme de la vitesse, hein. La norme de la vitesse, c'est quoi? C'est la racine de vx carré plus vz carré. Donc prenez la racine de ça au carré plus ça au carré et vous allez trouver la vitesse. Mais il y a une manière un peu plus élégante de faire ici. C'est qu'en fait, si on fait ça, vous allez vous rendre compte que v c'est égal à v0. Mais il y a une moyen beaucoup plus simple de faire, c'est de dire tout simplement que ici, il n'y a pas de frottement. Donc normalement, l'énergie mécanique du skater, elle se conserve. Quand le skater il est ici et quand le skater il est ici, son énergie potentielle c'est la même. Il est à la même hauteur ici. Et donc, si l'énergie mécanique conserve, c'est-à-dire que son énergie cinétique quand il est ici est égale à son énergie cinétique quand il est ici. Et donc ça veut dire que sa vitesse quand il est ici, c'est égal à sa vitesse quand il est ici. Or sa vitesse ici, elle vaut V0 ou VD. J'ai encore écrit V0, mais c'est VD. Et donc ça veut dire que sa vitesse finale, elle vaut aussi VD. Mais si on fait ce petit calcul-là, on retrouve, je vous invite à le faire, vous allez aussi retrouver VD. Donc voilà pour le genre de questions qu'on peut vous demander. Alors j'ai bien conscience que c'est pas évident, surtout si c'est la première fois que vous faites ça, mais voilà, c'est juste un petit peu d'entraînement. Faites pause, refaites les questions. En tout cas, les 5 premières étapes, ça tombe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, il faut savoir le faire de manière automatique. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. À bientôt. Au revoir.